Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto dédiée à DxO Photolab dans laquelle nous allons éditer une photo à nouveau de A à Z. La photo que nous allons étudier, c'est celle-ci. Donc vous voyez, c'est une photo à nouveau d'architecture. Je me suis laissé un petit peu influencer par la sortie de Viewpoint 5. Je précise que ce n'est pas une vidéo sur Viewpoint 5. Si vous souhaitez des contenus sur Viewpoint 5, notamment une vidéo sur les nouveautés, etc., n'hésitez pas à me le demander en commentaire que je sache si jamais ça vous intéresse ou pas, que sinon je fasse autre chose. Donc on va éditer cette photo de A à Z. Vous voyez là, c'est la photo vraiment brute. Maintenant, je vous montre le résultat final que l'on aura donc à la fin de l'édition. Et là, vous voyez donc le avant-après. Et donc, étape par étape, on va arriver donc à cette photo finale. Je vais surtout insister notamment sur mon flux de travail. Ça, c'est très important. Et je vous invite à vous construire vous-même votre propre flux de travail. Vous allez voir que moi, ce flux de travail dans Photolab, j'en ai déjà largement parlé. Mais pour moi, ça passe aussi par l'interface et par l'espace de travail que l'on se construit. Enfin bref, je vais détailler tout ça tout au long de la vidéo. Cette dernière est découpée en chapitres. Donc, n'hésitez pas à aller dans ce qui vous intéresse. Et puis enfin, dernière chose, en ce moment, je travaille depuis un certain temps sur un gros projet autour de DxO Photolab. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, et je travaille pas là pour DxO, là c'est pas un truc pour DxO, là c'est moi, mais je prépare un gros truc. En ce moment, je suis un peu en mode cave, c'est-à-dire que je ne fais que ça. Mais voilà, j'ai hâte de vous en parler, ça arrivera dans les prochaines semaines, plutôt mois, en tout cas j'espère dans l'hiver, et j'ai hâte surtout de vous en parler. Fermeture de cette parenthèse, sans plus tarder, commençons. Alors, à chaque fois que j'édite une photo avec vous, j'aime beaucoup faire un point avant sur la photo, car pour l'éditer, il faut déjà partir du terrain. Cette photo, donc c'est une photo d'architecture qui a été prise à New York, et elle a été prise donc avec le Fujifilm X-10 et le 1680 f4, donc c'est un objectif que j'adore utiliser sur le terrain pour du voyage parce que super polyvalent, donc un équivalent 24-120 f4 en équivalent plein format, c'est franchement délicieux. Cette photo a été prise donc à 80 mm, donc là on rentre vraiment dans le téléobjectif, dans le petit télé, donc super intéressant, 1 millième de seconde f4 ISO 320. Alors si vous posez la question du ISO 320, c'est simplement que en voyage, moi je fais beaucoup de RAW plus JPEG et j'utilise pour notamment les photos prises au Fuji, principalement les JPEG. Et en fait, la plage 320, c'est le début du premier niveau, entre guillemets, HDR sur Fuji. Et donc, ça permet d'optimiser la dynamique sur les JPEG, tout en gardant on va dire une quantité de bruit qui est vraiment en fait très limitée. Donc voilà, donc c'est pour ça que souvent beaucoup de photos, moi je les prends à ISO 320, en tout cas quand il n'y a pas de dynamique très large et je compte pas surtout les éditer en post-traitement. Enfin bref. Donc là vous voyez cette photo, elle a été prise à New York. Je vais vous montrer un petit peu où elle a été prise. Donc pour ça, hop, on part à New York. Deuxième fois que j'allais à New York, et donc vous voyez vous avez donc Manhattan, donc ça a été pris à Manhattan. Vous avez Central Park, vous avez ici donc Downtown, c'est là où vous avez le One World Trade Center, c'est là où vous avez Wall Street, etc. Et donc, la photo, elle a été prise dans ce quartier-là, qui s'appelle Hudson Yards, qui est un quartier très récent, avec beaucoup de buildings. Donc, vous êtes à peu près au niveau, vous voyez, de l'Empire State Building, et aussi du Madison Square Garden. Et en fait, ici, là, donc, à côté du truc du MTA, c'est le métro, c'est là où sont stockés beaucoup de métros. Vous avez ici donc cet endroit-là, et ici vous avez donc un bâtiment qui s'appelle le Vessel, qui est très connu à New York, qui est ce bâtiment-là, le nid d'abeilles. Il est magnifique. Avant, vous pouviez monter tout en haut, alors via un système, vous voyez, d'escalier, etc. Et en fait, on ne peut plus grimper depuis qu'il y a certaines personnes qui ont sauté pour se suicider. Donc voilà, donc vous pouvez aller tout en bas pour faire des photos, c'est très graphique, c'est très sympa, mais vous pouvez plus monter tout en haut. Donc en fait, là, tout autour, vous voyez là vous reconnaissez, je pense, la texture du bâtiment qui nous intéresse. Donc je reviens sur ma photo. Donc là, ça y est, le bâtiment, on l'a trouvé. Et je vais vous montrer exactement où j'ai pris la photo. Donc pour ce faire, on va utiliser le petit bonhomme. Donc là, vous voyez, c'est ici au bord. Donc là, hop, je me mets là. Donc dans la mesure où vous ne pouvez pas monter, j'ai pas d'objectif à décentrement, etc. Donc là, je fais de l'archi avec ce que j'ai. Et là, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'il y avait ce bâtiment-là. Et en fait, quand j'étais sur le terrain avec mon petit 1680 f4, moi, vous voyez, pourquoi j'aime beaucoup cet objectif? Parce que le fait d'aller assez loin en zoom, ça vous permet de réellement rentrer dans le monde du téléobjectif, quoi. Donc un équivalent 120 mm. Et là, vous commencez à pouvoir vous focaliser sur les détails. En ville, beaucoup de gens aiment utiliser soit le transstandard pour faire de la photo de rue, le 35, le 50, ou plutôt en APS-C le 23 ou le 35, mais aussi des focales très larges, et ici en l'occurrence bien évidemment l'ultra grand angle, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup le téléobjectif. Et souvent, quand je fais des stages de terrain, j'aime beaucoup dire à mes stagiaires, non mais
en ville, sortez du télé parce que vous allez pouvoir vous focaliser sur des détails et avoir des angles qui sont intéressants. Et là, vous voyez, quand j'ai regardé ce bâtiment, moi je le trouvais magnifique, il fait très molletonné en fait, et c'est vrai que j'aimais beaucoup le contraste à ce moment-là, et là je pense que vous devinez du coup la photo, parce que il y a ce jeu de texture et il y a aussi un jeu de contraste à travers notamment les couleurs, et puis ça faisait en fait donc comme une diagonale, et je trouvais que c'était très graphique, donc ça à 80 mm, hop, je zoome et je viens isoler ça, et donc ça donne cette photo. Cependant, quand vous regardez la photo, vous vous rendez compte que, en effet, c'est vrai que vous avez des perspectives qui partent un peu dans tous les sens. Et ça, c'est quelque chose où, dès le terrain, je me suis dit, oui, mais ça, je sais que en post-traitement, je vais pouvoir tout recadrer de manière à avoir des lignes qui soient parfaitement parallèles et puis parfaitement verticales dans l'autre sens, hein, donc perpendiculaires, quoi. Donc ça, on va pouvoir le redresser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire 4 étapes, qui sont toujours mes 4 étapes fondamentales. D'abord, on va travailler sur le module optique et puis le débruitage, donc on va travailler là-dessus, je vais vous montrer. Après, on va donc redresser toutes les perspectives de manière à avoir une photo qui soit propre. Donc, là, je parle vraiment flux de travail. Ensuite, on va faire l'édition globale, tout ce qui est exposition, contraste, éventuellement les couleurs, si ça n'a pas d'incidence sur des zones qui ne m'intéressent pas. Et puis enfin, on terminera, comme d'habitude, par les réglages locaux. Donc je vous laisse aller au chapitre qui vous intéresse. Bref, commençons donc par déjà avoir une photo qui, techniquement, on va dire, en tout cas d'un point de vue qualité optique, hein, soit la plus propre possible. Alors, moi, par défaut, sur toutes mes photos, hein, dans DxO Photolab, j'ai toujours les modules optiques qui sont appliqués par défaut. Alors, je vous montre ça, comment le régler. Vous allez dans Édition, ensuite dans Préférences, et dans l'onglet Général, vous avez ici donc Application automatique de pré-réglage. Et moi, par défaut, que ce soit pour les RAW ou pour les images RGB, c'est-à-dire les JPEG ou les TIFF, j'applique le module optique, et vous voyez ici, c'est le paramètre numéro 3, donc correction optique DxO seul, hein, donc voilà. Donc par défaut, vous voyez, moi j'ai rassemblé, parce que j'ai créé mon propre espace de travail, moi j'ai rassemblé les 4 paramètres du module optique dans une seule palette, hein, où j'ai ajouté aussi le denoising, on va le voir juste après. Donc l'idée c'est de voir qu'est-ce que ça m'apporte concrètement, c'est pour ça que je vais vous inviter à toujours activer les modules optiques, hein, parce que c'est la richesse de Photolab, c'est d'avoir ces corrections optiques. Donc là, cette photo, je reviens là-dessus, mais elle a été prise avec le 1680 f4. C'est toujours très intéressant de bien connaître son matériel et de connaître notamment les défauts qui sont propres à nos objectifs. En l'occurrence, le 1680 f4, c'est une optique que j'adore, qui est très polyvalente, mais voilà, forcément c'est un zoom qui est plutôt polyvalent, au focal extrême, hein, à 80 mm notamment, ça manque un petit peu de piqué, et en plus là je suis à f4, donc là clairement c'est pas sur cette plage focale et cette plage d'ouverture que mon objectif va donner le meilleur de lui-même. Et c'est là où typiquement les modules optiques de DxO, pour moi, font vraiment des chocs à pic et ils apportent réellement quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre super loupe, hein, loupe que j'adore utiliser hein, dans DxO Photolab. Et donc dans ma loupe, ce que je vais faire, c'est que hop, je vais me mettre plutôt à 100%, voilà, et on va regarder l'effet notamment du module optique sur les détails les plus fins. Donc là, vous voyez ici, c'est un bel exemple. Donc vous voyez, ce que je fais, c'est que j'enlève donc la compensation de flou optique, et là, regardez, donc j'active, je désactive, j'active, je désactive. Et on voit que sans le module optique, c'est pas super net, alors je suis à 100%, hein, mais malgré tout, voilà, il y a comme un petit voile, on va dire, et le fait d'activer le module optique, de fait, immédiatement, on voit une réelle amélioration. C'est pour ça que c'est très intéressant. Et moi, généralement, ce que je fais, c'est que je ne touche pas au paramétrage du module optique sur la netteté, parce que je trouve que les paramètres par défaut appliqués par DxO sont très bons et très équilibrés. Pour ce qui est du vignetage, vous voyez, donc je désactive. Là, on voit que clairement l'optique vignette, hein, en plus à f4, donc ça vient corriger, c'est parfait. Au niveau des aberrations chromatiques, là, vous voyez, c'est pas flagrant. En même temps, je suis à 100%. Je sais qu'il y en a un petit peu sur cette optique. Alors, je vais mettre là volontairement à 400%. Voilà, là, vous voyez, typiquement, là, sur les fenêtres, vous avez des aberrations latérales et longitudinales. Alors là, surtout latérales, vous voyez que là, j'ai des petites franges un peu violettes. Hein, et quand je mets le module, eh bien, vous voyez que ces franges disparaissent, donc ça c'est top, hein. Et enfin, eh bien, les distorsions, et là vous voyez, hein, j'ai une légère distorsion, mais elle est corrigée automatiquement, donc c'est nickel. Maintenant, pour terminer, la question du denoising, alors cette photo elle a été prise à ISO 320, pourquoi appliquer du denoising? Parce qu'en fait, dans DxO Photolab, hein, le denoising va de pair avec le dématrissage. Donc moi j'ai toujours l'habitude sur mes photos d'appliquer quand même le denoising, parce que ça améliore là aussi donc, le rendu global.
Donc sans rentrer dans les détails, hein, ce sont des algorithmes qui sont sur ce qu'on appelle une approche probabiliste. Donc, un jour je vous en reparlerai de tout ça, c'est super intéressant. Mais l'idée c'est que, vous voyez, moi sur les photos, j'applique soit D'Prime ou D'Prime XD2S. Pourquoi et sur quel type de photo? Là en l'occurrence on est ISO 320, il n'y a pas d'enjeu sur le bruit majeur. Cependant, regardez, je vais zoomer un peu plus fort. Alors là, c'est pour la science, hein. C'est inutile, mais c'est pour bien montrer la différence. Allez, je vais mettre à 200%. Vous voyez, si j'active D'Prime, hop, alors je ne sais pas si vous, à l'écran, ça se verra bien, mais il y a quand même une amélioration, notamment ici, là, sur les textures, et il y a un petit lissage. Donc, le denoising, il fait quand même son effet, et j'ai une photo qui sera plus propre. Quand on n'a pas des clichés à très haut ISO, en fait, D'Prime va quand même, je trouve, améliorer le rendu et avoir, même si on a vraiment une texture qui est très fine, très résiduelle du bruit, hein, même sur des ISO très bas, là, ça vient carrément donc le supprimer. Et moi, j'aime bien mettre D'Prime par défaut. Maintenant, pourquoi je ne mets pas XD ou XD2S, hein, c'est parce que ça, c'est vraiment dans les photos à très haut ISO et parce que la fonction de XD2S notamment, c'est de venir ajouter donc de la netteté là où il y en a qui a été perdu avec donc la montée en ISO. Donc ça peut créer un ajout de netteté supplémentaire que là je ne souhaite pas parce que sinon ça fait vraiment assez artificiel. Donc moi je préfère mettre D'Prime. Donc là vous voyez, hop, j'enlève ma loupe. Donc j'ai ma photo de base qui est très bien. On peut fermer cette palette et on peut passer maintenant à la suite. Donc là l'idée maintenant ça va être de réaligner tout ça. Là on va utiliser l'outil qui s'appelle donc perspective. L'objectif, ça va être d'avoir des verticales parfaitement donc verticales et ici des lignes horizontales qui soient parfaitement aussi donc perpendiculaires et horizontales. Pour ce faire, donc j'active l'outil perspective et là vous voyez par défaut, hein, quand je l'active, vous avez le logiciel qui m'applique lui-même immédiatement donc un réglage. Alors là, pour savoir si c'est opérationnel, ce que je fais, c'est que je vais activer la grille. Donc pour ce faire, hein, vous allez dans affichage et ensuite grille ou CTRL-G. Hein. Et là, vous voyez, je peux regarder si, on va dire, le redressement que DxO m'a proposé est efficace. Alors, vous voyez, il est efficace, mais pas totalement. Donc là, vous voyez, par exemple, ici, sur la fenêtre, hein, vous voyez que c'est pas parfaitement linéaire. Et vous voyez ici que ce n'est pas totalement le cas non plus. Donc, ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est qu'on va reprendre la main dessus. Et donc là, je vais utiliser donc les 8 points. 8 points, pourquoi? Parce que vous voyez, hop, quand je l'ouvre, et je vais enlever la grille, donc CTRL-G, vous voyez que 8 points, ça vous donne 8 points parce que vous avez 4 lignes. Donc forcément, avec 2 sommets, ça donne 8 points. Donc vous avez 2 lignes horizontales et puis 2 lignes donc verticales. Et l'idée, ça va être de parfaitement positionner ces lignes pour avoir des lignes qui soient parfaitement donc perpendiculaires. Donc, ce que je fais, c'est que, hop, je prends donc mes petites lignes verticales. Voilà, donc là maintenant je vais zoomer et je vais aller les mettre de manière assez précise, donc sur mes barres. Je fais la même chose en bas, voilà, hop, donc là non, c'est pas le bon. Et voilà. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je clique sur appliquer. Voilà. Et donc là, maintenant, si je remets la grille, CTRL-G, eh bien là, vous voyez que de suite, j'ai des lignes qui sont parfaitement parallèles, parfaitement perpendiculaires. Et là, vous voyez que le redressement que j'ai appliqué est plus fin. Donc c'est toujours intéressant de voir au départ ce que vous propose le logiciel, mais il faut toujours vérifier pour ensuite reprendre éventuellement la main. Donc là, vous voyez, hein, forcément, ça a complètement déformé l'image pour arriver à ce rendu-là. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est recadrer, car on a une telle déformation que ça a complètement déformé, et donc on a des bords noirs, c'est assez logique. Donc pour ce faire, maintenant, il faut activer le recadrage. Et quand je vais activer le recadrage, automatiquement, ce qui se passe, c'est qu'il va venir recadrer au plus serré, de manière à ne pas perdre d'espace. Et vous voyez, ça, c'est marqué donc auto basé sur perspective, donc il s'est basé là-dessus pour recadrer au plus serré. Maintenant, moi j'aimerais recadrer de manière un petit peu plus précise pour avoir une composition qui soit, on va dire, parfaite par rapport à ce que j'imaginais. Donc là, moi, ce que j'ai en tête, quand je regarde la photo, c'est notamment, vous voyez en bas là, ici, là j'ai le bord de l'image qui est vraiment le bord du bâtiment. J'aimerais venir recadrer de manière à ne pas avoir ce petit bord gris, mais l'avoir vraiment là, pour que les lignes convergent vers l'angle en gros. Et ici, j'aimerais bien avoir sur la partie supérieure, eh bien, un cadrage qui soit dans un angle, que ce soit, on va dire, plutôt propre. Voilà, donc
J'active le recadrage, je vais garder ce ratio de 3:2, donc qui est le ratio original de mon capteur, hein. Je vais le garder parce que je l'aime bien. Donc là, vous voyez, ce que je fais, c'est que je vais légèrement, donc, vous voyez, recadrer, je vais un petit peu baisser, voilà, de manière à ne plus avoir, vous voyez, le bord du bâtiment. Ensuite, de l'autre côté, et bien là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, voilà. Là, vous voyez, je voudrais avoir les lignes qui soient parfaitement sur les bords. Ok, mon Photolab avait bugué, hein, je ne pouvais plus bouger le cadre. Alors, ouais, je vais juste recadrer un chouïa de manière, peut-être en regardant, là, c'est vrai que ici, peut-être l'avoir un chouïa en dessous, là, dans l'angle. Là, voilà, on va plutôt essayer comme ça. Pour voir, là, comme ça, et c'est bon. Ok. Ouais, mais là, vous voyez, ça m'a coupé, donc j'aime moins. Donc, je vais remettre comme j'avais mis, un petit peu plus large. Voilà, de manière notamment à ce que ça ne me mange pas le bord. Là, voilà. Donc là, je voudrais garder juste un petit espace au-dessus, un petit espace sur le côté. Là, et vous voyez, ça ne m'a pas trop mangé. Et là, en même temps, ici, hop là, voilà, ça va pas manger. Et c'est bon. Ok, niveau cadrage, là, j'ai ce que je voulais. Donc là, vous voyez la photo. On va faire un avant-après. Donc, vous voyez, pour comparer, je mets bien sûr aucune correction, donc avec géométrie. Là, je vais mettre sans géométrie. Donc, vous voyez, quand je fais avant-après, bah là, vous voyez les modifications. Alors, vous voyez même, on voit même qu'il n'y a pas le module optique, vous voyez le vignettage, etc. Mais vous voyez, là, ça y est, on a quelque chose qui est beaucoup plus carré, hein. Maintenant, on va pouvoir commencer à éditer en profondeur cette photo. Donc là, hop, je ferme et on passe, troisième étape, édition globale. Alors, édition globale, là, de quoi ma photo a besoin? Alors, tout d'abord, elle a besoin, on va dire, de retrouver un petit peu de contraste. Et si je regarde l'histogramme, hein, notamment, vous voyez que la photo, finalement, elle est exposée de manière très correcte. Mais vous voyez, j'ai une photo qui manque de contraste, quoi. J'ai quelque chose qui est plutôt tassé, légèrement plus, un peu plus vers les hautes lumières. Mais j'ai pas vraiment de choses sur les bords, hein. Donc, il va falloir redonner un petit peu de punch. Également, redonner peut-être un petit peu de couleur ici sur donc la façade vitrée, et peut-être un petit peu plus bleue. En termes de balance des blancs, je vous avoue que moi, j'aime bien cette ambiance assez froide qui correspond bien à l'ambiance, il faisait pas beau ce jour-là, qu'il y avait sur place. Et j'aime bien, et ça fait un côté un petit peu silver, un côté chrome. J'aime bien cet effet chrome. Et en réchauffant, on va perdre un petit peu ça. Donc moi, ça me convient très très bien. Alors, la première chose, bah, moi, vous voyez à chaque fois dans mes outils d'édition globale, dans mon espace de travail que j'ai construit avec mes palettes, moi, je mets toujours d'abord, donc vous voyez tout ce qui est balance des blancs et les profils. Là, en l'occurrence, je vais laisser le profil du boîtier, hein. Donc, c'était avec le négatif classique du Fuji. La balance des blancs, je ne vais pas y toucher, je vais laisser comme ça. Et maintenant, on va regarder donc l'exposition. Alors l'exposition, comme je vous dis, je ne vais pas y toucher de manière globale. Par contre, je vais travailler de manière sélective, hein, pour ici peut-être pousser un petit peu, donc vous voyez les tons clairs, de manière à pousser un peu l'histogramme vers la droite. Et ensuite, vous voyez par exemple sur les ombres, peut-être baisser un petit peu, voilà. Et de fait, hein, comme ça, on vient forcément mettre un petit peu plus de contraste. Et là, vous voyez, je vais peut-être baisser un chouïa les noirs. Et là, pour rehausser le tout, j'augmente un petit peu peut-être les tons moyens et même encore les tons clairs. Et là, vous voyez, si je fais un avant-après, de suite, ma photo a gagné donc en contraste. Ok, c'est pas mal. Et là, vous voyez, moi, ce que j'aime bien faire, hein, comme d'hab, c'est, moi, j'aime bien toujours donc rehausser le point noir parce que ça donne un aspect mat aux photos. Par contre, vu que ça rehausse le point noir, bah, ça diminue le contraste. Et moi, le contraste, j'y touche toujours après avoir notamment travaillé sur les tons sélectifs. Et pourquoi? Parce que bah, d'abord, on règle les tons sélectifs et après, on va venir travailler sur le contraste. Parce que le principe du contraste, c'est de venir donc étirer l'histogramme de part et d'autre, hein, pour ajouter ce fameux contraste, donc rehausser les tons clairs, rehausser les tons sombres. Donc là, en l'occurrence, j'active le contraste. Par défaut, il m'ajoute avec la baguette magique plus 15 de micro-contraste. Et là, je vais ajouter simplement un peu de contraste. Et là, regardez sur l'histogramme ce qui se passe, hein, c'est exactement ça. Vous avez l'histogramme qui est donc étiré de part et d'autre. Et là, je vous avoue que j'aime pas mal, c'est vraiment sympa. Et là, on commence à avoir du contraste qui apparaît, donc avant, après. Et là, typiquement, ce que j'aime bien, c'est ajouter notamment du contraste au niveau ici du contraste fin et pas sur le micro-contraste. C'est vrai, le contraste fin, il va se focaliser plutôt sur les détails moyens et il va ajouter un petit peu de contraste, un petit peu de netteté, mais de manière beaucoup plus subtile que le micro-contraste. Donc moi, j'aime bien en ajouter un petit peu, pas grand-chose, hein, genre 10. Et vous voyez, ça ajoute quelque chose d'assez sympa et on a pas mal de textures. Donc vous voyez avant, après. Et là, vous voyez, hein, on a pas mal de textures sur la photo. C'est franchement sympa. Maintenant, il y a un outil que j'aime bien. Et ça, je crois que c'est ajouté de tête par
Film Pack, c'est le fait d'avoir donc ici dans les réglages avancés du contraste, hein, de pouvoir travailler le contraste à partir des tons. Donc ça c'est super intéressant. Et pourquoi c'est intéressant de passer par ça? Parce que si par exemple vous augmentez, regardez les tons noirs, regardez au niveau l'histogramme, vous voyez que si j'augmente ici, vous voyez les noirs, ça va quand même bouger l'ensemble de l'histogramme. Alors que ici, si par exemple je vais augmenter le contraste simplement dans les ombres, ce qui est très intéressant, c'est que, regardez, ça ne va bouger que les parties les plus sombres. Et ça va n'avoir quasiment aucune incidence sur les parties les plus claires. Et ça, je trouve ça super intéressant pour travailler de manière précise quand on va ajouter du contraste. Et là, vous voyez, on peut isoler. Donc là, par exemple, ajouter un petit peu de contraste sur les ombres pour avoir ici ces textures qui sont un petit peu plus marquées. Et même chose un petit peu sur les tons clairs. Et vous voyez, hop, vous voyez que immédiatement les tons clairs sont un petit peu plus clairs et ça ajoute du contraste, notamment ici sur le bâtiment. Donc ça, vous voyez, avant, après. Là, ça commence de suite à avoir quelque chose de sympa. Voilà, donc là, en l'état, vous voyez, sur ma photo, du point de vue de l'exposition, je trouve qu'elle commence à avoir un petit peu plus de gueule. Hein. Et pour moi, on va s'arrêter là. Et après, on va travailler, je pense, localement. Maintenant, d'un point de vue couleur. Alors, d'un point de vue couleur, si je regarde ma photo, je vous avoue que ici, c'est plutôt très noir et blanc. D'ailleurs, cette photo, je m'étais posé la question de la faire en noir et blanc. Mais en noir et blanc, en fait, je trouve que ça a moins d'intérêt. C'est un petit peu plus fouillis. Alors là, justement, on va pouvoir accentuer le contraste en accentuant donc la teinte hein, ici, donc en ayant une teinte qui soit plus saturée. Et là, il y a ce côté-là qui est plutôt très noir et blanc, alors qu'ici, avec la couleur, ça va venir le démarquer sur la photo. Donc pour ce faire, on peut travailler ici sur le bleu, hein. Donc vous voyez avec la pipette de teinte, donc je sélectionne, il me sélectionne ici donc la plage de bleu. Le truc c'est que, moi ce que j'aime bien faire, c'est de me dire, est-ce que ça va avoir une incidence sur donc, toute l'image? Et là, moi je ne veux pas augmenter la saturation sur cette partie-là. Comment on peut voir ça? Ben là, vous voyez, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je pousse le curseur au maximum. Et là, vous voyez qu'en augmentant la saturation, alors là, forcément, le bleu, il est très bleu. Et c'est plutôt sympa. Mais vous voyez que ça a une incidence quand même sur cette partie-là. Et de fait, ça, moi, je le veux pas. Donc, ben là, automatiquement, vous voyez, quand je remets à 0, on a l'impression que l'image, d'un coup, elle est passée en noir et blanc presque. Ce qu'il va falloir faire, c'est non pas travailler donc le bleu de manière globale avec le TSL, mais il va falloir passer par les réglages locaux. Donc c'est pour ça que sur ici, donc les outils globaux, je m'arrête là, et on termine par la quatrième partie, donc sur l'édition localisée. Donc là j'ouvre directement donc mes réglages locaux, et là donc on va travailler sur le bleu pour augmenter le contraste, en tout cas avoir un bleu plus saturé. Donc de manière assez logique, on va dire que ce qui serait le plus intéressant, c'est d'utiliser le nouveau masque de teinte. Mais je vais vous expliquer pourquoi, c'est pas ici l'outil que je vais retenir. En preuve, donc voici la démonstration. Donc je prends ici mon masque de teinte et vous voyez, je vais sélectionner ici donc une plage très homogène qui est plutôt, on va dire, celle de l'ensemble de l'image, hein, en tout cas de la partie qui m'intéresse. Voilà, le bleu. Et là, vous voyez que sur le masquage, donc qui est en vert, vous voyez que ici, dans les ombres, vous avez ces parties-là qui ont été mises en surbrillance. Et c'est là où, pour moi, c'est la fausse bonne idée d'utiliser le masque de teinte, c'est qu'en fait, certes, je peux l'enlever avec la gomme. Le problème, c'est que regardez, quand je zoome, eh bien, ce qui est compliqué, c'est que ici, ça va être facile à enlever. Vous voyez, là, je gomme, c'est facile. Mais au bord, ici, là, vous avez le bâtiment, et j'enlève ça. Vous voyez, vous avez le bâtiment qui fait des bumps, qui fait des rebonds. Et alors là, la gomme, pour enlever ça, ça va être quand même super, super compliqué. Donc, ici, le masque de teinte, c'est une fausse bonne idée, même si en apparence, c'était le plus évident. C'est là où un outil qui pour moi est sans doute le plus puissant dans tous, eh bien, c'est la ligne de contrôle. Parce qu'avec la ligne de contrôle, je vais pouvoir donc tracer une ligne ici qui va prendre la forme de la diagonale, mais surtout, avec la pipette, je vais pouvoir aller pointer la couleur, donc ici, des vitres, et ensuite, je vais pouvoir aller sélectionner avec, vous savez, donc tout le volet chrominance-luminance, je vais pouvoir aller isoler la couleur et augmenter la saturation. Donc, je sélectionne ici ma ligne de contrôle, je vais venir donc la tracer, et l'idée, ça va être de venir la mettre, vous voyez, le long du bâtiment. Donc voilà. Après, là, ce qu'il faut se rendre compte en zoomant, c'est que vu que le bâtiment fait des petits rebonds, j'ai pas, on va dire, quelque chose qui va être parfaitement linéaire. Donc ce que je fais, c'est que je me mets une petite zone de transition. Là, j'ai mis donc ma ligne avec un petit dégradé et je mets ma pipette, vous voyez, ici sur mes vitres. Et là, l'idée, c'est que vous avez donc automatiquement la zone qui est masquée et là, vous voyez, j'ai bien ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un petit peu donc chroma luma.
Là, vous voyez, le masquage est de suite bien plus précis. Et là, vous voyez à nouveau, hein, donc je suis plus sélectif sur la couleur que j'ai pointée et plus sélectif sur la plage tonale, la plage de lumière que j'ai aussi pointée avec ma pipette. Et là, maintenant, je descends. Toujours sur le canal de teinte bleue, et bien cette fois-ci, je vais augmenter la saturation. Et là, tadam, voilà, voilà. Et là, maintenant, vous voyez, j'ai mes fenêtres qui sont nickel. Cependant, contrairement tout à l'heure avec le TSL global, je n'ai pas d'impact sur donc, la partie qui est molletonnée. Et là, vous voyez, moi, j'aime bien parce que je trouve qu'on a davantage de contraste entre cette partie qui fait très chromée, on va dire, et ensuite, eh bien, vous voyez cette partie vitrée. Comme d'hab, j'aime bien renommer. Donc là, je vais mettre, allez, bleu plus bleu. Bon, voilà. J'aime bien mettre des noms, hein, vous savez, plutôt très explicites. Ensuite, pour terminer, ce que j'aimerais bien faire, c'est peut-être augmenter un petit peu le contraste ici. Vous avez comme des volets, des rideaux. J'aimerais bien qu'ils soient un petit peu plus clairs. Donc pour ce faire, hop, cette fois-ci, je vais utiliser donc un nouveau masque. Hein. Donc je sélectionne un point de contrôle. Et avec le point de contrôle, je vais venir les pointer. C'est l'avantage de Upoint. Hein. Donc je fais plus. Et là, hop, je pointe comme ça. Et là, je vais être beaucoup plus sélectif du point de vue de la chrominance et de la luminance, de manière à ce que ça n'impacte pas les vitres autour. Et là, vous voyez, hein, si je zoome et que je me remets à 50-50, vous voyez qu'avec le masquage, eh bien, ça affecte beaucoup plus cette partie plus claire, mais ça bave un petit peu dessus. Et là, le truc, c'est que si j'augmente, par exemple, vous voyez, les tons clairs, voilà. Le truc, c'est que vous voyez, ça a une incidence légère autour. Et le truc, c'est que quand je vais augmenter donc chroma, luma, et je vais remettre le masque, vous voyez qu'à mesure que j'augmente donc chroma, il va se focaliser davantage sur cette couleur-là, également sur luma. Alors là, en l'occurrence, c'est un critère qui est plus donc de tonalité. Et là, vous voyez que de fait, il ne bave plus sur donc la partie à côté. Donc je mets, on va être encore plus sélectif. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des U-points comme ça sur les différents rideaux qui m'intéressent. Ok, donc là j'en ai mis un petit peu partout et maintenant eh bien j'enlève le U-point et là vous voyez voilà et là ça ressort davantage. Dernière petite chose, ce qu'on pourrait faire, ouais, peut-être accentuer très légèrement le contraste encore là localement, mais sur cette partie-là seulement. J'aimerais bien peut-être augmenter un chouïa les tons clairs de manière à ce qu'il y ait encore un petit peu plus de contraste. Les noirs, j'aime beaucoup là les noirs, juste peut-être que les tons clairs soient un chouïa plus clairs. Alors là je vais renommer, je vais mettre rideau plus clair. Et maintenant, donc pour terminer, je crée à nouveau donc ici une ligne de contrôle, mais je vais la faire dans l'autre sens pour travailler sur la partie basse. Hein. Donc hop, voilà, je me mets comme ça, voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'avec ma pipette, je vais venir pointer plutôt donc les tons clairs. Et là, vous voyez par défaut à nouveau, hein, il m'a masqué eh bien, à peu près tout parce que la plage de couleurs et de tons est à peu près la même. Et c'est là où je vais être plus sélectif. Donc ici, il n'y a pas vraiment de question de couleur, c'est beaucoup plus du point de vue donc, des tonalités. Et là, vous voyez, hein, il ne m'a plus masqué, sélectionné donc les tons les plus sombres, hein, et ici il ne travaillera que sur les tons les plus clairs. Et là ce que je vais faire simplement, c'est que je vais augmenter un petit peu les tons clairs, et là vous voyez automatiquement, eh bien ça crée un petit peu plus de contraste. Et voilà, là j'aime bien le rendu, et donc on va dire ton clair, plus clair en bas. Ah je vous dis, c'est pas là le but, c'est d'être le plus explicite pour moi possible. Tant que moi ça me convient, ça me va. Voilà, et bien écoutez, maintenant si je regarde ma photo, on va faire l'avant-après. Alors tout d'abord, on va faire l'avant-après simplement toujours avec le même cadre, donc avec les corrections géométriques, mais pour voir avant, après, avant, après. Et maintenant, j'enlève ici, donc vous voyez, aucune correction, donc sans géométrie. Et là, c'est la photo vraiment brute. Et là, vous voyez, avant, après, avant, après. Voilà. Donc, on arrive à la fin de cette édition, vous voyez, pas à pas, on a fait ça. Donc, à nouveau, hein, j'ai ici, moi, mon espace de travail. Je vous invite à créer le vôtre. J'ai fait une vidéo sur directement la chaîne YouTube de DxO, où je vous explique pas à pas comment créer votre propre espace de travail. Et vous voyez, moi, ce qui est génial, c'est que là, j'ai la plupart des outils que j'utilise vraiment à chaque fois. Si besoin, s'il y a des outils ponctuels que je dois utiliser dans certains cas, je vais les chercher directement là, ou avec la barre de recherche, etc. Mais sinon, moi, je ne travaille plus qu'avec mes palettes personnalisé, et vous voyez, ça me permet d'avoir un flux de travail qui est super précis et carré. Enfin bref, j'espère que ce tuto vous aura appris un certain nombre de points. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster directement en commentaire. Et puis en attendant, je vous dis à très vite les amis pour un nouveau tuto.